Bienvenue à cet atelier format sur la reprise, format donc webinaire. On est en tout cas très heureux de vous accueillir donc à cette conférence. Je dis on parce que nous serons deux pour animer cette conférence. Donc moi-même, Yves Lemercier, conseiller transmission à la CCI du Morbihan. Et je suis accompagné, pour cette heure qu'on va passer ensemble, accompagné de Yannick, voilà, qui s'occupe effectivement du back-office, comme on dit, de la technique. Alors, quelques précautions, quelques indications quand même avant de commencer pour que tout se passe bien et que vous m'entendiez donc correctement. Donc si vous avez effectivement un souci, un problème particulier, voilà, numéro de téléphone, le 04 11 92 05 95, si vous avez effectivement des problèmes de son ou autre. Deuxième chose, pour une bonne qualité de son, c'est l'information que vous aviez donc reçue par mail. Vous pouvez effectivement, si vous souhaitez améliorer la qualité du son, téléphoner au 01 82 88 09 61. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser. Hein, on va garder un petit temps d'échange à la fin de la réunion. Il sera à peu près 11h moins le quart. Mais si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Hein, on y répondra et vous posez vos questions sous forme de chat. Voilà. Participer jusqu'à la fin, vous pourrez effectivement télécharger en direct le PowerPoint. Si on a un petit souci, de toute façon, vous recevrez dès début de semaine prochaine, vous recevrez le PowerPoint qui vous est présenté. Donc voilà, le menu que je vous propose pour cette heure passée ensemble. Donc on va évoquer des aspects liés au marché de la reprise, juste quelques données de cadrage pour permettre effectivement bien comprendre hein, le terrain sur lequel vous allez évoluer demain, ou sur lequel vous êtes peut-être en train d'évoluer, si j'ose dire. Les étapes principales, donc toutes les questions préalables jusqu'à la prise en main, c'est tout le processus en fait chronologique hein, lié à la reprise et on est là pour ça ce matin. On fera un petit aparté pour bien faire la différence entre acheter un fonds de commerce et acheter des titres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut effectivement que vous fassiez la différence et on se gardera un petit temps pour les questions, moment important. Donc, on va passer 1 heure sur des sujets. On va effectivement survoler un certain nombre de sujets. On ne pourra bien évidemment pas rentrer dans le détail, ce qui peut générer d'ailleurs un peu de frustration de votre part sur certains points sur lesquels vous souhaitez avoir des réponses. Hein, donc n'attendez pas forcément la fin de la réunion, posez vos questions éventuellement tout de suite et puis je serai interpellé par mon collègue Yannick et puis on essaiera d'y répondre. Hein, Yannick, tu m'arrêtes si à un moment donné il y a une question qui mérite éventuellement un complément d'information, si je suis en capacité de pouvoir y répondre. Hein, j'ai bien évidemment pas la réponse, hein, j'ai bien évidemment pas toutes les réponses sur le sujet de la reprise, mais je peux tenter d'apporter quelques éléments d'éclairage supplémentaires. Voilà, alors, parlons un petit peu du marché de la reprise et de la cession. Donc, un chiffre hein, que vous connaissez probablement, 30% des dirigeants morbihanais ont plus de 50 ans. Donc, on voit bien qu'effectivement, on assiste à un phénomène de vieillissement de la population de nos dirigeants, un petit peu l'image du reste de la population. Hein, donc, avec effectivement un certain nombre de départs à la retraite programmés, ce qui crée d'ailleurs un marché dynamique en matière de cession et ce qui crée aussi de vraies opportunités, hein, bien évidemment, en matière de reprise. 540 reprises de fonds de commerce en 2018 dans le Morbihan, hors cession de titres. Ici, on ne parle effectivement que des cessions de fonds de commerce. Donc, vous voyez, un peu plus de 500, ce qui est effectivement un chiffre assez significatif quand même. Donc, on voit bien que c'est un marché dynamique. Hein, alors dans ce marché, il faut effectivement distinguer ce qui relève du commerce et ce qui relève de l'industrie. Je serai amené souvent à faire la différence d'ailleurs parce que c'est deux marchés un peu différents. 70% des sessions sont faites effectivement dans le domaine du commerce au sens large, notamment beaucoup de sessions dans le domaine des cafés, hôtels, restaurants. Ça a toujours été un marché extrêmement dynamique en matière de cession. Alors par contre, quand on parle effectivement d'industrie, et notamment pour des repreneurs en recherche effectivement d'une PME ou d'une industrie, on voit effectivement qu'on est sur des volumétries beaucoup plus limitées, puisque parmi ces 540, hein, il n'y a que 5% qui concernent effectivement le secteur industrie et le secteur PME. Donc vous voyez qu'on est effectivement sur un marché qui est assez, somme toute, assez résiduel. Voilà. Autre information, dans le Morbihan, près de 35%, près de 85%, je vais utiliser le petit, voilà, pour effectivement
hein, vous facilitez un peu la compréhension et la lecture. 85% des entreprises cédées sont de petite taille, environ 5% sont des entreprises de plus de 10 salariés. C'est une réalité du tissu économique morbihanais. Donc beaucoup d'entreprises de toute petite taille, de moins de 5 salariés. Donc c'est là où sont concentrées bien évidemment effectivement je dirais les reprises. Donc, ce qui veut dire derrière, si j'ai un projet de reprise pour une entreprise au-delà sur un effectif au-delà de 5, bon, on voit qu'on est effectivement sur là aussi des volumes qui sont somme toute assez limités. Environ 20% des cessions sont faites en interne, reprise familiale ou par les salariés. Donc il y a une partie du marché de la cession qui échappe peut-être aux repreneurs externes, aux repreneurs que vous êtes. Voilà, donc près de 2 sessions pour 10 sur 10 sont faites en interne. 55% des dirigeants d'entreprises individuelles ont l'âge de partir, ne vendent pas mais cessent leur activité. C'est vrai que c'est un chiffre effectivement qui est important. Donc il y a beaucoup, je dirais plus d'une sur deux hein, d'entreprises. Hein, on avance souvent un chiffre, notamment en Bretagne, il y a plus de 32 000 entreprises qui sont potentiellement en situation d'être cédées. En fait, quand on regarde de près les chiffres, bon, attention, ce sont beaucoup de petites entreprises, et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de preneur, en l'occurrence, près d'une sur deux, donc c'est plus de la moitié. Alors, tout simplement, elles ne sont pas vendues pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont invendables, parce qu'elles sont effectivement déconnectées de leur marché, parce que la situation financière de l'entreprise ne permet pas hein, de pouvoir la céder. Voilà, il y a tout un tas effectivement d'éléments, donc voilà, entre des chiffres qui sont, je dirais, un peu claironnés ou affichés, hein, parfois, on a aussi une réalité qui est un peu différente. Une session sur deux est motivée pour des raisons de retraite. Donc la retraite reste effectivement le principal motif de cession, mais ce n'est pas le seul. On peut céder aussi pour bien évidemment tout un tas d'autres raisons, hein, et c'est de plus en plus le cas, mais la retraite reste effectivement un moment privilégié, bien évidemment, pour céder son activité. Alors, voilà, juste c'était quelques éléments de repérage, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est effectivement aussi pour vous dire que bon, le marché de la reprise et de la cession bon, n'est pas un marché homogène. Hein, voilà, en fait, il faut distinguer deux marchés, hein, deux marchés distincts. Il y a celui effectivement du commerce, celui des PME. Donc, en matière de commerce, hein, bon, on a une offre aujourd'hui supérieure à la demande. Hein, vous l'avez ici. Euh, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre et d'ailleurs les commerçants s'affichent assez facilement hein, sur des sites internet et autres pour dire qu'effectivement l'entreprise est à vendre. Bon, par contre, effectivement, on observe aujourd'hui qu'il y a effectivement un peu moins de repreneurs sur des projets de reprise qui créent effectivement des tensions sur ce marché-là ou avec un marché un peu déséquilibré où on a une offre tout simplement supérieure à la demande. On a un marché qui est très apparent, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais des commerçants n'hésitent pas à faire montrer ou à afficher que leur entreprise est à vendre, parfois même sur la vitrine, on peut le voir, session pas de porte à vendre ou un commerce à vendre, ça peut arriver, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. On a des volumes importants, puisque vous avez vu qu'effectivement il y avait près de 80% des sessions de fonds de commerce qui se faisaient hein, je dirais, en matière de commerce. Donc on a des volumes en matière de cession qui sont plutôt importants. Et une source identifiée, pourquoi? Parce que c'est assez facile d'identifier si l'entreprise est à vendre ou pas. En général, effectivement, il suffit d'aller sur des sites internet. Hein, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Les sites internet ont apporté beaucoup de choses en matière de cession reprise, notamment le site dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure aussi, qui s'appelle Reprendre en Bretagne, qui est un site qui est piloté, animé par les CCI de Bretagne, hein, qui recense effectivement des projets de cession et de reprise. Donc voilà, on a aujourd'hui un volume important, je dirais, de propositions à faire en matière de cession. Hein. Voilà. Le marché de la PME, très différent, où là c'est presque l'inverse. Vous oubliez tout ce que je viens de dire en matière de commerce, et donc on passe sur une autre logique. Hein, où on a ici une demande qui est supérieure à l'offre, donc on a beaucoup de repreneurs paradoxalement et assez peu d'offres. Hein, beaucoup de repreneurs avec des profils dominants, souvent, je dirais, des gens de 40 ans et plus, souvent diplômés, qui recherchent activement des entreprises. C'est aussi pour eux l'occasion de revenir en Bretagne. Hein, et on a la chance d'être dans un département plutôt attractif. Et écoutez, sur le volet PME, aujourd'hui, la difficulté, c'est pas un peu comme le marché immobilier d'ailleurs, là où il y a des tensions. Bon, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre, et on a assez peu d'offres aujourd'hui à proposer. Voilà, au regard effectivement du volume de demande.
C'est un marché caché. Pourquoi? Parce que des dirigeants de PME, c'était toute l'ambiguïté de ce marché-ci. On parle de marché souterrain ou de marché sous-caché, où voilà, ils hésitent toujours à faire savoir que l'entreprise est à vendre. Hein, l'entreprise est à vendre peut-être, mais ils font tout pour effectivement que l'information ne se sache pas, ce qui effectivement complexifie considérablement ce marché-là, et c'est une de ses difficultés. On est sur des faibles volumes. Hein, si vous recherchez une entreprise dans la production, je ne sais pas, prenons un exemple dans la métallerie, sur le Morbihan, des entreprises qui se vendent effectivement métallerie, ça se compte sur les doigts d'une seule main, et encore, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours effectivement des volumes importants. Donc du coup, la difficulté, c'est d'identifier l'entreprise, voilà, et ça c'est toujours un exercice assez compliqué. Est fortement intermédié parce que, contrairement au marché commerce, ici, je dirais, les cabinets de transmission sont quasiment incontournables. À partir du moment où vous avez un projet de reprise sur le marché de la PME, c'est difficile de faire sans, je dirais, des professionnels qui sont, je dirais, spécialisés sur le sujet. On appelle ça des cabinets, agences ou cabinets de transmission. Ils sont très nombreux dans le Morbihan. Alors, les démarches à suivre pour reprendre une entreprise, il y a effectivement un process, on va dire un process chronologique. La première chose, c'est de se poser les bonnes questions, bien évidemment, ne jamais se jeter à corps perdu dans un projet de reprise. Il y a forcément un certain nombre de réflexions sur soi-même, sur ce qu'on est en capacité de pouvoir faire, et sur la définition et les critères des entreprises que vous serez amené à rechercher. L'étape 2, c'est bien évidemment la recherche de cibles. Donc elle peut être courte et facile quand on recherche une cible, quand on recherche à reprendre un commerce. Quand on recherche une PME, c'est donc beaucoup plus compliqué. Les délais ont tendance aujourd'hui à s'allonger. Je vous disais que le délai en moyenne pour trouver effectivement une cible, c'est entre 15 et 18 mois sur le volet PME. Donc vous voyez qu'effectivement, on est quand même sur des délais qui sont relativement longs. Alors c'est un délai en moyenne, bien évidemment, c'est parfois beaucoup plus court. Parfois, c'est aussi bien évidemment beaucoup plus long. Évaluer la cible, ça c'est un moment, une étape cruciale. C'est une fois qu'on a identifié la cible, c'est être en capacité de porter un regard sur l'entreprise, voilà, et aussi bien évidemment la question de la qualité de la cible, la question épineuse du prix de cession. On l'évoquera un petit peu tout à l'heure, on passera bien évidemment très très vite sur le prix de cession, mais on y consacrera un ou deux slides quand même. Rachat du fonds de commerce ou des titres de société, vous savez qu'il y a deux façons de reprendre une entreprise. Soit, quand c'est une entreprise commerce, on est plutôt sur un rachat de fonds de commerce. Quand on est effectivement sur des entreprises dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'industrie, plus PME, au-delà d'un certain niveau d'effectifs, on parle plus effectivement de reprise de titres. Donc on essaiera de faire au moins la différence ensemble pour que ce soit bien clair pour nous tous. Le business plan de reprise, c'est aussi un moment capital. Ils le sont tous. C'est par rapport effectivement à l'entreprise que je souhaite reprendre, c'est bien évidemment quel est mon projet de reprise, quelle est la vision, je dirais, à 5 ans ou à 10 ans de l'entreprise, et à l'impulsion que je souhaite effectivement lui donner dans le cadre de ce projet de reprise. Donc en général, il y a toujours une partie rédactionnelle importante. C'est votre vision en tant que repreneur, en tant que dirigeant en quelque sorte, et qui est portée d'ailleurs par vous-même, et puis une partie plus financière sur laquelle il est important bien évidemment aussi de s'appuyer sur des conseils. J'aurai l'occasion de le redire, et c'est là où effectivement, je dirais, le fait de s'appuyer sur un expert comptable est quelque chose de nécessaire. La négociation entre le cédant et l'acheteur, plus ou moins compliqué en fonction de la nature effectivement du projet. On dit souvent qu'un projet de reprise, notamment en matière de PME, au-delà du rachat, c'est aussi, je dirais, une rencontre entre un acheteur et un vendeur. Donc voilà, c'est aussi un peu quand même une relation de séduction. Il faut convaincre, je dirais, de la crédibilité, je dirais, de votre projet de reprise, notamment quand il y a plusieurs repreneurs sur les rangs, comme on dit. Voilà, que le cédant a le privilège du choix, il ira vers celui qui lui semble le plus à même à pouvoir reprendre. Et enfin, des éléments de procédure, puisque une fois qu'on a pris sa décision, il y a l'acte
C'est le passage à l'acte et la formalisation de l'opération de reprise en tant que telle. Donc là, alors tout dépend, on parle de compromis de vente, on parle de protocole, on parle de garantie de passif. On l'évoquera bien évidemment tout à l'heure. Alors, les bonnes questions à se lancer, quelles sont vos motivations, quelle est votre capacité à passer à l'acte en quelque sorte, et est-ce que, je dirais, comme tout projet entrepreneurial, quels sont le niveau de risque que vous êtes en capacité de pouvoir prendre et surtout d'assumer par rapport à un projet entrepreneurial. Est-ce que j'ai véritablement envie, en quelque sorte, et envie d'aller jusqu'à ce projet de reprise. Quels sont les critères de l'entreprise à reprendre? Quel type d'entreprise je recherche? Donc là, il y a deux approches. La première approche qui consiste à dire, je regarde un petit peu tous les projets en fonction, voilà, et je suis ouvert à toute opportunité, ou au contraire, une deuxième école qui consiste à dire, voilà un petit peu les deux, trois types d'entreprises que je souhaite effectivement rechercher, qui correspondent à mes envies, qui correspondent à mes motivations et qui correspondent aussi à mes capacités, à mes compétences. Bon, nous, on a tous souvent tendance à privilégier plutôt la deuxième option que la première. Voilà, donc n'hésitez pas à définir deux, trois profils je dirais, d'entreprise, deux, trois profils théoriques d'entreprise qui vous intéressent, et à partir de là, effectivement, de valoriser votre profil et de chercher à rentrer en contact notamment avec des cabinets de transmission qui sont toujours beaucoup plus intéressés par effectivement des repreneurs qui savent un petit peu ce qu'ils recherchent, plutôt qu'effectivement d'autres qui se montrent intéressés à tout type de propositions. Il y a toujours, pour en discuter régulièrement avec eux, toujours une forme comment dirais-je, de suspicion ou de retenue par rapport à ce type de projet. Et c'est vrai qu'en matière de reprise, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc voilà, il faut aussi que vous puissiez montrer un petit peu ce que vous recherchez. Mais c'est vous qui le déciderez. Quelles sont vos compétences réelles atouts, c'est-à-dire voilà, au regard de votre expérience et de vos compétences et de la cible que vous recherchez, qu'est-ce que vous souhaitez vous mettre en avant dans le cadre de votre CV, de votre fiche de cadrage. Donc ça, c'est important. Alors il ne s'agit pas effectivement de tout dire, de tout valoriser en disant je sais faire ceci, je sais faire cela, mais voilà, si je veux reprendre une entreprise de bâtiment dans la métallerie, je connais les clients compte tenu de ceci, je connais les fournisseurs compte tenu de cela, je connais le marché, je connais le réseau, enfin voilà, c'est bien montré effectivement, et surtout donc d'avoir une réflexion sur, je dirais, votre positionnement à vous en tant que dirigeant demain par rapport à ce projet. Devez-vous envisager des formations? Pourquoi pas? Ça peut être effectivement des formations peut-être à la reprise d'entreprise, ça peut être effectivement des formations métiers ou des formations en gestion. Bon, là aussi, n'hésitez pas à engager une réflexion. J'aurai une proposition d'ailleurs à vous faire en fin de réunion tout à l'heure pour une formation à la reprise là, que nous lançons là, au mois de novembre. Quel bouleversement privé ça va engendrer, c'est-à-dire aujourd'hui quel est mon périmètre de recherche, est-ce que je vais, si j'habite Vannes et que je recherche une entreprise et qu'on me fait une proposition à Loudéac ou à Saint-Brieuc parce qu'il y a une belle opportunité d'entreprise à reprendre, comment je gère ça? Est-ce que je gère un déménagement? Est-ce que les gens qui vous entourent sont aussi prêts à ça? Est-ce que, voilà, il faut aussi que vous ayez un échange sur votre projet si vous êtes convaincu, je dirais, des risques que vous prenez par rapport à un projet de reprise et des souhaits et de la motivation que vous pouvez avoir. Faites surtout en sorte que les gens qui vous entourent, je pense à votre conjoint ou vos enfants, soient aussi OK sur tout ça. C'est très très important. Quels sont vos moyens financiers? Ça va de soi, c'est du bon sens. Bon, il est évident que si je suis totalement désargenté, il me sera difficile de me positionner sur des valeurs de cession importantes. Bon, on dit souvent qu'il y a un rapport important entre l'apport personnel et la surface financière de la cible, comme on dit. Donc là aussi, il faut être effectivement réaliste sur votre capacité à passer à l'acte sur certains volumes financiers. Donc là aussi, réfléchissez bien à ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire d'un point de vue financier. Votre projet est-il cohérent? Bien sûr, toutes ces questions doivent y contribuer. Est-ce que l'ensemble entre vos atouts, votre capacité financière, votre profil, bien évidemment, et aussi le contexte du marché, mais votre capacité à convaincre, bien évidemment, des partenaires financiers.
qui peut vous aider dans votre projet. Donc n'hésitez pas à vous appuyer. Je pense qu'il faudra effectivement tout projet de reprise. Hein, bon, c'est important d'être entouré, c'est important d'être conseillé. Il faut que vous ayez votre équipe autour de vous. Hein, en général, un expert comptable, un avocat, mais il peut y avoir aussi des consultants. La chambre de commerce aussi. Nous, on n'a pas vocation, bien sûr, à se substituer à vos conseils et à des experts. Par contre, effectivement, on peut bien évidemment porter un regard en toute objectivité, y compris sur la cible, hein, et on accompagne aussi, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur des projets de reprise. Voilà, donc juste, vous verrez ici, n'hésitez pas à aller à un outil fiche de cadrage, vous la trouverez effectivement sur notre site internet morbihan.cci.fr où on propose un certain nombre d'outils, notamment dans le cadre de la recherche de cibles, vous avez les trouver, un exemple avec un petit mode d'emploi de recherche de cibles. Alors, la recherche de cible, un moment crucial, parfois plus long que ce qu'on pouvait l'imaginer au départ. Bon, quand on recherche un commerce, là encore une fois, vous aurez, si j'ose dire, l'embarras du choix. Si vous recherchez une entreprise, voilà, un peu plus sélectif, hein, et vous recherchez une entreprise dans le domaine de la production, de l'industrie, bon, là, la cible est plus difficile à identifier. Donc c'est un vrai travail, je suis tenté de dire, de laboureur. Donc tous les moyens sont bons, hein, pour trouver sa cible. Donc c'est à l'intérieur de son réseau professionnel et relationnel. Alors c'est vrai, quand on n'a pas de réseau, je dirais en local, c'est plus compliqué. Bon, on est là pour vous donner effectivement peut-être quelques éléments d'éclairage. Hein, il y a des clubs de repreneurs, il y a un certain nombre de réseaux existants effectivement sur le sujet. Renseignez-vous. Mais le réseau relationnel en matière de reprise, il y a un certain nombre d'études d'ailleurs qui paraissent et qu'on dit que plus d'une fois sur deux, une entreprise est identifiée, hein, sur un projet de reprise via son propre réseau. Hein, donc on se rend bien compte que c'est effectivement quelque chose qui est très très important. Alors, quand on n'a pas de réseau personnel et professionnel, il faut s'appuyer, hein, je dirais, sur toutes les personnes qui, peu ou prou, à un moment donné, peuvent aussi vous servir d'intermédiaires. Donc, ça peut être les organisations, les syndicats, les cabinets de transactions, hein, surtout sur l'aspect PME, qui sont, je dirais, omniprésents et presque incontournables sur le sujet. Hein, sachez qu'un cédant, quel qu'il soit, lui, sa volonté, effectivement, c'est de rester caché. Il veut surtout pas qu'on sache que son entreprise est à vendre, ce qui est normal. Hein, il faut qu'il préserve ses marchés, il faut qu'il préserve aussi ses salariés, bien évidemment. Il n'y a rien de pire que effectivement une information s'enflamme à l'intérieur de l'entreprise. Hein, et donc voilà, cette notion de confidentialité et d'anonymat est souvent une exigence, donc il souhaite en général s'appuyer, il ne souhaite pas traiter en direct avec des repreneurs, hein, donc il s'appuie en général sur un certain nombre de paravents, notamment, bon, ça peut être nous, mais pas uniquement nous, principalement les cabinets de transmission. Les professionnels de diffusion d'annonces, bon, il y a des sites internet, il y a effectivement des agences aussi qui ont leur propre site, allez voir, hein, soyez curieux, inscrivez-vous aux newsletters, bon, il peut y avoir tout un tas de choses à faire dans ce domaine-là. Des institutions comme les chambres de commerce et d'industrie du Morbihan et les CMA. Voilà. Et notamment, nous, en ce qui nous concerne, et là vous allez le trouver ici, toutes nos offres de session sont sur un site internet, hein, qui s'appelle Reprendre en Bretagne. Donc allez-y, vous le connaissez probablement si vous êtes déjà un peu engagé sur un projet de reprise, allez voir. Ça vous donnera une idée un petit peu de l'offre de session sur le Morbihan et globalement sur la Bretagne. Toutes les entreprises dont on a connaissance qui à vendre figurent aujourd'hui sur Reprendre en Bretagne. Vous avez la possibilité de déposer votre profil en ligne et de procéder directement à des demandes je dirais, de mise en relation. Et le site est alimenté soit par nous-mêmes, soit directement par des cabinets de transmission avec qui nous avons signé, avec qui ont des accords et qui déposent donc régulièrement des offres de session. Allez voir sur reprendre-bretagne.fr et au-delà, vous verrez, il y a des rubriques actualités, il y a quelques outils intéressants de type guide, voilà, qui peuvent aussi vous être très utiles. Hein, et on vous propose même aussi un diagnostic virtuel, enfin un e-diagnostic hein, sur l'analyse de la cible.
La phase d'évaluation d'entreprise, qui est bien évidemment le moment crucial, quand on a effectivement trouvé chaussure à son pied, bon, il faut assez vite faire la sélection, je dirais la sélection des dossiers. Bon, là, il n'y a pas de moyenne. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé de moyenne. Mais il m'est arrivé parfois de rencontrer des repreneurs, d'en discuter avec eux. Ils ont étudié 10, 20, 30, 40, 50 dossiers parfois. J'ai même vu avant effectivement de trouver la bonne cible. Donc là, il faut bien évidemment être organisé, très vite savoir si effectivement on retient la cible ou hein, si on souhaite l'approfondir ou si on souhaite la sortir parce qu'à un moment donné, ne correspond pas à ses critères de motivation et à ses critères de recherche. Donc, bien évidemment, l'analyse de la cible est un moment opportun. Il y a la négociation et le contact que vous aurez bien évidemment avec le cédant, mais il y a aussi tout le off, si j'ose dire, donc toute l'information qu'il faut aller chercher. La phase de collecte d'informations qui est la phase numéro 1. Hein, il y a des choses effectivement qui vous seront dites directement par le cédant, mais qu'il faut aller vérifier, qu'il faut essayer d'objectiver et qu'il faut aller chercher bien évidemment parce que l'information ne viendra jamais naturellement à vous. Le diagnostic hein, approfondi de l'entreprise à travers bien évidemment une série de questionnements qu'il faut bien évidemment appréhender sur l'ensemble des sujets. Il faut avoir une vision extrêmement précise, c'est presque un travail de détective si j'ose dire. Et bien évidemment la phase d'évaluation, la question du prix, hein, qui est aussi un moment souvent de crispation, il faut bien le dire. Beaucoup de projets échouent parce que précisément il n'y a pas eu d'accord sur le prix. Hein, on en dira un petit mot. Le retraitement économique des informations, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a effectivement la vision du passé, qui est celle du cédant. Et il faut effectivement aussi se projeter sur les 2, 3 années qui viennent. C'est toujours un moment difficile, pas simple, hein, mais parce qu'on n'a pas une boule de cristal. Par contre, elle vous sera demandée. C'est important, c'est votre vision, et c'est là-dessus que vous réussirez à convaincre peut-être vous-même hein, d'y aller ou de ne pas y aller, et surtout de convaincre votre partenaire, vos futurs partenaires financiers. Voilà, et enfin le choix, l'application de la méthode, c'est-à-dire qu'effectivement au-delà du prix qui vous est vérifié, il faut effectivement aussi vérifier bien évidemment que le prix est le bon et que voilà et que la dette hein, que vous allez créer sur l'entreprise, sur la cible comme on dit, voilà, ne mette pas en péril, je dirais, les équilibres et la viabilité du projet dans son ensemble. Alors, la phase de collecte d'informations, j'espère que vous voyez bien, c'est un petit peu petit. Voilà, donc il faut aller chercher l'information. Bon, sur le volet commercial et concurrentiel, bon, c'est est-ce qu'il existe des études de marché sur le secteur. Si je veux reprendre une droguerie hein, ou une bijouterie, je vais essayer d'accéder à des informations sur le fonctionnement commercial et sur les tendances hein, et sur le marché, l'évolution du marché de la bijouterie bien évidemment, à travers des études de marché, des dossiers professionnels, peut-être des études clients. Hein. Pourquoi pas l'avoir aussi bon, sur la phase, l'environnement commercial et concurrentiel, le système d'information de l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est équipée, est-ce qu'elle a un CRM, est-ce qu'elle n'a pas de CRM, comment tout ça fonctionne, hein, est-ce qu'il y a un fichier client, voilà. Le positionnement des produits et des services, donc je vais là aussi essayer d'accéder et chercher des informations, données commerciales. Et vous pouvez peut-être avoir accès à des données. Nous-mêmes, on a, hein, au niveau de la chambre, on peut vous mettre à disposition des dossiers professionnels par métier. Et on a accès aux études XERFI, si ça vous dit quelque chose, qui sont un peu la référence absolue en matière de connaissance de marché. Quel est le panier moyen, je dirais, des clients, comment se répartit le portefeuille, bien évidemment, je dirais, de l'entreprise. L'outil de travail, ça passe par un inventaire physique, ça passe aussi par, voilà, pour savoir effectivement s'il y a une politique de renouvellement d'investissement, à quand remonte l'investissement, est-ce que les derniers investissements ont été faits il y a 10 ans, est-ce qu'il y a des projets à venir, enfin tout ça est absolument essentiel, il faut bien évidemment collecter cette information-là. L'environnement humain, bon, c'est bien évidemment les personnes qui y travaillent. Bon, quand il n'y a pas de salariés, le problème ne se pose pas, mais s'il y a des salariés, c'est ce qui fait, c'est même ce qui fait toute la richesse de l'entreprise. Donc, quel est leur niveau de qualification, suivent-ils des formations, y a-t-il un turnover important, est-ce qu'il y a des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, hein, parce que c'est de plus en plus le cas sur ce marché-ci, est-ce que c'est facile de recruter?
Hein, voilà, donc est-ce qu'il y a des outils RH disponibles dans l'entreprise? Bon, tout ça sont des choses essentielles. Les aspects juridiques et fiscaux, quels sont les contrats? Est-ce que l'entreprise est à court, est à jour de ses contrats, ne serait-ce qu'un contrat de bail par exemple? Est-ce que le contrat a été renouvelé? Est-ce qu'il est toujours en cours? Bon, c'est absolument, absolument essentiel. Et enfin, les éléments financiers, on le comprend aisément. C'est ce qu'on appelle le bilan, les comptes annuels, le bilan et le compte de résultat. En général, on remonte sur 3 ans. Il y a une obligation là d'information, bien évidemment, du cédant. Bon, en général, tout le monde le sait. Alors bon, beaucoup se ruent à tort d'ailleurs sur les éléments financiers. On demande que les éléments financiers. On a tendance à oublier tout le reste. La valeur d'une entreprise est peut-être à travers son chiffre d'affaires et peut-être à travers, je dirais, sa rentabilité, mais aussi, bien évidemment, à travers les hommes qui y travaillent, à travers effectivement aussi son marché, à travers le positionnement de l'entreprise et à travers aussi ses avantages concurrentiels, bien évidemment. Donc une entreprise s'évalue à travers son bilan, mais surtout pas uniquement et que sur son bilan. Donc toutes ces informations-là, il faut aller les chercher. Il faut effectivement, bien évidemment, une fois qu'on a des informations, procéder à ce qu'on appelle un diagnostic externe de l'entreprise et un diagnostic interne de l'entreprise. Le diagnostic externe, c'est tout ce qui peut effectivement alimenter ma réflexion sur le marché sur lequel est positionnée l'entreprise. S'il y a des données, je dirais des données nationales, il est impératif que je puisse avoir accès à ces informations, à toutes ces informations qui vont me permettre à partir de là de pouvoir un peu nourrir ma réflexion et puis donner une perspective et une vision à l'entreprise. Et enfin, bien évidemment, de porter un regard objectif et une analyse approfondie sur l'entreprise, sur ses points forts, ses points faibles, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités au niveau externe. Quelle est la décote et les surcotes à retenir dans le cadre de l'entreprise? C'est vrai que si, est-ce que il est évident que la valeur d'une entreprise n'est pas la même si le portefeuille est diversifié. Imaginez qu'il y ait un fournisseur et que le fournisseur s'en aille de l'entreprise ou qu'il y ait effectivement un risque de dépendance du client vis-à-vis de l'entreprise parce qu'un client représente 30% du chiffre d'affaires. Ça peut être effectivement problématique. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément une entreprise à reprendre, mais en tout cas, il faudra que vous trouviez effectivement des réponses. Et parce que les banquiers se méfient un petit peu des dossiers dépendants. Le niveau de dépendance aussi de l'entreprise par rapport à son dirigeant, c'est-à-dire que vaut l'entreprise une fois qu'on enlève son dirigeant. Ça c'est souvent une question aussi pas facile, un peu difficile. Plus une entreprise fonctionne de manière autonome, indépendamment en quelque sorte de son dirigeant, et plus l'entreprise a de la valeur. Vous voyez qu'on est loin effectivement des éléments de bilan, mais c'est bien évidemment des choses qui sont essentielles à regarder de près. Et surtout, sauf à défaut, effectivement, mais c'est rarement le cas sur des projets de reprise, avoir un projet de reprise et vouloir se mettre dans les chaussons du cédant en quelque sorte. C'est aussi derrière où en est l'entreprise. Et qu'est-ce que je peux moi apporter demain à l'entreprise en tant que futur dirigeant et surtout quelle est ma vision d'évolution à 3 ans et pourquoi pas à 10 ans. C'est intéressant d'avoir ce type de réflexion bien évidemment. Alors, le diagnostic externe, on l'a évoqué. Donc, s'il y a des informations, sur le marché, allez les chercher sur l'offre, la demande, la croissance, les tendances, peut-être des évolutions sociologiques. Sur les aspects réglementaires aussi, c'est très important. Certains marchés vivent aussi dans un cadre effectivement réglementaire qui peuvent aussi évoluer. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui programmées, prévues, qui peuvent impacter bien évidemment mon activité? Des évolutions technologiques, tout ça est bien évidemment absolument essentiel. J'espère que vous voyez bien. C'est pas d'une qualité, exceptionnelle. Donc toute l'analyse interne de l'entreprise, donc c'est les aspects humains, donc c'est, écoutez, vous avez ici une liste, alors elle n'a pas vocation exhaustive, je vous laisse en prendre connaissance, donc il faut passer à la moulinette, si j'ose dire, les aspects humains, le personnel, son âge, qu'on appelle la pyramide des âges, est-ce qu'il y a des départs programmés à la retraite, est-ce qu'il y a effectivement il y aura des IFC programmés, des indemnités de fin de carrière. Si vous avez effectivement un homme clé qui part dans 2 ans parce qu'il prend sa retraite, bien évidemment, effectivement, il faut l'anticiper.
L'outil de production est essentiel. Bon, c'est la qualité des investissements. Faudra-t-il prévoir un renouvellement d'investissement à 2-3 ans? Au-delà, effectivement, bien évidemment, du rachat et de la dette de reprise, il va peut-être falloir effectivement aussi que je pense au renouvellement d'investissement, surtout s'il n'a pas été fait depuis longtemps. Hein, donc il va falloir effectivement que je l'anticipe, peut-être que je programme des investissements, d'autres investissements de renouvellement, voilà, de renouvellement à 2 ans ou à 3 ans. Donc est-ce que j'ai la capacité de pouvoir le faire? Est-ce que je suis déjà au taquet, si j'ose dire, sur la dette de reprise? Si je repars chercher un nouveau financement dans 2 ans, dans 3 ans, parce que j'ai un risque sur une machine, bon, est-ce que ce sera envisageable? Est-ce que je peux repartir solliciter la banque? Ou est-ce qu'il faut que je refinance moi-même, soit sur de l'autofinancement, soit sur, hein, ou est-ce que c'est moi qui vais recapitaliser l'entreprise? Hein, à vous de trouver les bons éléments de réponse. La partie commerciale, hein, bah, c'est bien évidemment le nerf de la guerre, comment l'entreprise est structurée, que fait le dirigeant à ce titre-là, comment s'y prend-il, comment moi je vois les choses demain, est-ce qu'il y a des commerciaux dans l'entreprise? Hein, et quelle sera en quelque sorte effectivement ma politique commerciale? Est-ce que ça passe par une action terrain? Est-ce que ça passe par une action digitale? Est-ce qu'il faut que je mobilise des moyens spécifiques? Bien évidemment, ça aussi il faut que je le programme, il faut que je l'intègre, il faudra peut-être que je le finance. Diagnostic financier, où en est l'entreprise, quelle est sa situation, est-ce qu'on est en face d'une entreprise qui est sur le déclin, est-ce qu'elle est plutôt stable, plutôt en progression? Bon, là on le comprend vite, hein, on regarde l'ensemble des indicateurs, mais pas simplement les indicateurs, il faut passer toutes les charges à la moulinette, il faut, bon, il y a un travail approfondi, presque un travail chirurgical. Donc on le fait en général avec son conseiller, son expert comptable. Bon, par contre, il est important effectivement que ce soit vous qui gardiez la main sur cet aspect-là des choses. Hein, donc il faut aussi vous impliquer pour essayer de comprendre, hein, les choses parce que demain ce sera vous, bien évidemment. L'aspect juridique et social, très, très important aussi, les contrats, où en est l'entreprise, y a-t-il des contentieux en cours, y a-t-il pas de contentieux en cours, y a-t-il eu des redressements fiscaux, y a-t-il des risques fiscaux, y a-t-il eu des licenciements, est-ce qu'il y a des risques prud'homaux, bon, voilà, de recours de salariés ayant quitté l'entreprise, bon, tout ça, il faut aussi que vous puissiez vous investiguer sur cet aspect-là des choses. Voilà. Alors, je vais bien évidemment, à partir de toutes ces informations-là, je dirais, donc il y a une phase de collecte et une phase effectivement d'analyse. Parfois dans la discussion, parfois il faut que j'aille chercher l'information à l'extérieur. Il faut bien évidemment que je puisse aussi me projeter et puis voilà, regarder l'ensemble des éléments financiers. Hein, c'est aussi un moment de vérité pour analyser la faisabilité du projet de reprise. Donc je vais bien évidemment voilà, ce qu'on appelle faire des retraitements. Hein, c'est un moment crucial aussi. Donc on regarde la situation actuelle, on regarde voilà, quelle sera votre situation future. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retraite un certain nombre d'éléments. Donc il faut regarder peut-être est-ce que le loyer sera le même, est-ce qu'il y a des rémunérations de dirigeants aujourd'hui qui sont importants et qui peuvent effectivement diminuer. Hein, voilà, et comment ça va impacter le résultat au final, comment ça va impacter la profitabilité de l'entreprise. Alors c'est soit en plus, soit en moins, hein, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle les retraitements, hein, qui est une façon effectivement de comparer la situation actuelle avec votre situation, je dirais, votre situation future. Les 3 grandes méthodes d'évaluation. Donc là, c'est la question épineuse du prix. Le prix est toujours un moment un peu difficile. Il faut bien le dire. Je dirais dans tous les projets de reprise, que ce soit en matière de commerce, en matière de PME, c'est souvent une question un peu épineuse. Bon, il y a quand même un moment où, je dirais, le cédant doit bien évidemment s'expliquer sur la valeur de reprise. Bon, au moins d'expliquer quelle est la méthode qu'il a utilisée et qu'il puisse objectiver en quelque sorte sur la méthode de reprise. Je sais bien que dans la réalité, c'est rarement le cas. Vous entendrez régulièrement d'ailleurs
Ah ben le prix est de temps parce que c'est l'expert comptable qui m'a dit que, bon voilà, on entend souvent effectivement beaucoup ce genre de choses, mais sans avoir des éléments très précis. Hein. Essayez de demander d'avoir accès au dossier d'évaluation, si possible, mais quand il existe, c'est poser la question de savoir qui est l'évaluateur. Hein. Bon, il faut aussi bien évidemment mettre le cédant sur le grill, il faut bien évidemment qu'il donne des éléments d'éclairage précis et qui s'en explique. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours le cas et que le prix est entouré de tout un aura de mystère parfois. Il y a quand même des méthodes, hein, même si l'évaluation d'entreprise n'est pas une science exacte, hein, c'est souvent un nuage de points comme on dit, il y a quand même des méthodes et les méthodes on peut bien évidemment pas les ignorer. Donc dans les méthodes, alors on s'appuie sur des éléments financiers, mais qu'on pondère aussi. Hein. On les retraite, on le disait tout à l'heure, on les pondère en fonction de la situation commerciale de l'entreprise. Hein. Le marché, la qualité du personnel. Bon, vous savez, même vous aurez beau chercher dans un bilan un compte de résultat, tout ce qui tourne autour du personnel, hein, son niveau de formation, son niveau de motivation, vous ne le trouverez ni dans le bilan ni dans le compte des résultats, et pourtant tout ça est tellement important. Donc traditionnellement, quand même, sur la méthode d'évaluation, il y a trois méthodes usuelles. Bon, je vais passer très très vite, hein, m'en veuillez pas. C'est pas l'objet de cette conférence. Bon, la première, c'est la méthode patrimoniale qui correspond globalement à ce qu'on appelle une valeur plancher de l'entreprise. Bon, on vaut par au moins ce qu'elle possède, donc c'est l'équivalent effectivement du montant des capitaux propres au bilan de l'entreprise. Alors qu'on retraite, hein, on appelle ça l'actif net corrigé, qu'on retraite effectivement en fonction des plus ou moins values latentes ou éventuellement des actifs fictifs. Donc on prend effectivement le montant des capitaux propres. C'est vrai que si vous avez des valeurs au bilan qui ne correspondent à rien, en général on les supprime. On ne fait pas, exemple, moi il y a des frais d'établissement qui ont été constatés ou des frais de recherche importants, voilà, pour des raisons fiscales d'amortissement et qui sont à l'actif. Écoutez, on les enlève. Bon voilà, enfin là c'est le travail de l'expert comptable, bien évidemment, il faut le faire avec lui, mais aussi, essayer de comprendre aussi la logique de l'entreprise. Donc la méthode patrimoniale. La méthode de rendement, c'est-à-dire qu'on regarde soit le résultat, quand c'est une opération de reprise de titre, on en parlera tout à l'heure, on retient souvent un indicateur, notamment en matière de commerce, j'ai pu observer, c'est l'EBE. L'excédent, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qui correspond, c'est le chiffre d'affaires moins les charges, on va dire les charges courantes, voilà, et les charges décaissées. Voilà, donc on regarde un petit peu ce que ça laisse au début, et puis on regarde si on peut rajouter de la dette, quels sont les risques qu'on prend. Donc l'EBE est important, de plus en plus important. Hier, on regardait beaucoup le chiffre d'affaires, on regarde de moins en moins le chiffre d'affaires, on regarde beaucoup plus la profitabilité, la rentabilité. C'est-à-dire c'est difficile d'évaluer une entreprise à peu de valeur, même si elle fait énormément de chiffre d'affaires et qu'elle n'est pas beaucoup rentable, qu'elle n'est pas très rentable, l'entreprise a bien évidemment très peu de valeur. Voilà, donc on regarde effectivement le BE et en général on pratique un multiple sur le BE en fonction de la qualité de l'entreprise, sur un certain nombre d'items et critères. C'est tous les aspects commerciaux et plus les aspects commerciaux sont bons et plus la valeur bien évidemment est importante. Et enfin la méthode des comparables, on compare effectivement, je dirais, une entreprise et une autre, c'est toujours un exercice un peu dangereux. Bon, ça se fait beaucoup en matière de commerce. Il y a des statistiques qui sont accessibles sur le public, sur Internet. Vous pouvez aller voir sur des valeurs de cession en matière de commerce par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au l'UBE, notamment l'Union régionale bretonne des centres de gestion agréés, URBCGA. C'est un acronyme un peu compliqué. Vous allez voir dans publication, vous allez trouver tout un tas d'informations qui sont très très riches et qui vous aideront beaucoup. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'évaluation. C'est un moment difficile. Demandez aux cédants de s'en expliquer quand même. Voilà. Alors, on va faire un petit questionnaire, si vous voulez bien. On va faire une petite pause, on va jouer à vrai ou faux. Allez, je vous ai pas trop assommé jusqu'à présent, j'espère en tout cas. J'ai envie de vous poser une question. Alors vous avez une question qui normalement doit apparaître sur votre écran, qui est celle-ci. Les dettes font partie du fonds de commerce. Voilà une vraie question. J'ai envie effectivement d'avoir vos réponses. Donc vous avez la possibilité soit vrai, soit faux. Je vous propose de voter. Il suffit de cocher la bonne case et puis
On essaiera de regarder derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Allez, lâchez-vous. Vrai ou faux, les dettes font partie du fonds de commerce. Bon, je vois que ça évolue régulièrement. Vous voyez, on a quand même effectivement plutôt un faux qui ressort. On y va sur le deuxième. On vous propose un. Je le commenterai tout à l'heure. On va attaquer le deuxième. Est-ce qu'on peut envoyer le deuxième sondage? Voilà. Vrai ou faux? Toujours pareil. À votre avis. Donc, je peux financer mon fonds de commerce sur 10 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse le temps de répondre. Ah, là, c'est déjà plus intéressant parce que c'est beaucoup plus partagé. On est A. On a un vrai qui sort du lot. Donc, c'est plutôt vrai. Avec une. Alors, écoutez, on va donner les réponses tout de suite. Donc sur cette deuxième question, là, je peux financer mon fonds de commerce sur 10 ans. C'est vrai? Ben, malheureusement, non. Hein. Enfin, malheureusement. En fait, non. Un fonds de commerce se finance jamais sur 10 ans. Un fonds de commerce se finance sur 7 ans. Hein. C'est à peu près une norme. Hein, les banquiers vous diront que la durée de 7 ans est suffisante. Donc un fonds de commerce, et pour les titres, c'est pareil. Hein. Le remboursement d'une dette de reprise, d'une dette senior se fait dans 90% des cas sur 7 ans. Parfois un petit peu au-delà dans des situations tout à fait exceptionnelles, mais très sincèrement, moi, dans des dossiers que j'ai pu suivre en matière de cession reprise, ça se voit très rarement. On le voit parfois sur certaines pharmacies ou des financements plus longs que 7 ans, qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 10 ans, mais parce qu'on a des valeurs de cession qui sont très, très importantes. Voilà, donc 7 ans systématiquement. Et les dettes font-elles partie du fonds de commerce? On avait effectivement une prédominance de non à 70%, et effectivement, vous avez raison, les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. Quand je reprends un fonds de commerce, je reprends un outil de travail, et je ne reprends pas les dettes de l'entreprise. Voilà. Vous avez ici voilà, ce qu'on appelle un bilan. Vous avez une rubrique actif à gauche et une rubrique passif à droite. Voilà, en rouge, regardez, vous avez un carré rouge qui est ici. Et le carré rouge, c'est quoi? C'est le fonds de commerce. Donc quand je reprends le fonds de commerce, je ne reprends que le carré rouge, c'est-à-dire l'outil de travail. Hein, c'est la partie qui est en haut à gauche du bilan hein, et qu'on appelle traditionnellement l'actif. Hein, l'actif immobilisé qui est constitué d'éléments corporels et incorporels. C'est un peu compliqué, mais c'est en fait, je reprends le matériel, pour dire les choses simples, je reprends l'outil de travail, je reprends les agencements, je reprends les véhicules quand il y en a. Je reprends le bail commercial, bien sûr, hein, afférent, qui est très lié au fonds de commerce. Je reprends la clientèle, mais c'est tout. Je ne reprends en aucun cas la trésorerie de l'entreprise, je ne reprends pas les dettes de l'entreprise. Voilà. Donc la reprise de fonds, et donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 500 reprises de fonds dans le Morbihan, hein, qui est effectivement la forme la plus courante. Donc pratiquement en matière de commerce, on ne fait que reprendre le fonds de commerce. Voilà. Donc en général, je crée une société qui me permet effectivement de racheter, je dirais, le fonds de commerce. Hein, et c'est-à-dire effectivement cette partie-ci. Et après, effectivement, le cédant fait son affaire, hein, bien évidemment, de tout ce qui suit derrière, la trésorerie, les dettes fournisseurs, etc. Voilà, hein, toute cette partie-là, c'est pas mon affaire, hein, c'est celle du cédant. Alors en général, quand je reprends le fonds de commerce, je rachète le fonds de commerce, le stock ne fait pas partie du fonds de commerce. Hein, le stock est toujours effectivement comptabilisé à part, donc il faudra aussi que je reprenne, bien évidemment, le fonds de commerce. L'avantage du fonds de commerce, bah, je rachète uniquement un actif. Vous l'avez ici. Je rachète un fonds donc, qui peut me servir effectivement de garantie bancaire. On appelle ça un nantissement. Donc la banque va prendre un nantissement sur le fonds de commerce parce que ça a une certaine valeur. Il n'y a pas de reprise de dette. Vous avez la réponse ici. Et c'est souvent plus simple que la reprise de titre. C'est la forme la plus courante et c'est relativement simple comme opération. On verra tout à l'heure pour les reprises de titres, c'est un peu plus compliqué.
Le montant généralement, alors ça c'est à moitié vrai, hein, mais bon, pas toujours le cas, mais le montant à financer est généralement plus important qu'une opération de reprise de titre, puisqu'il n'y a pas le reprise du passif, il n'y a pas les reprises de dette, les dettes viennent en général en diminution bien évidemment de la valeur. Bon, donc en théorie, on peut dire qu'effectivement le rachat du fonds de commerce, on rachète que des éléments d'actifs à proprement parler, donc on a parfois une valeur un peu plus importante. Création d'une structure ad hoc, donc il va falloir effectivement que je crée une structure qui va me permettre de racheter le fonds de commerce, hein. Donc le fonds de commerce sera en général, quand on rachète sur le marché de la reprise, c'est rarement à titre individuel, je vous déconseille, hein. On opte plutôt pour une société, hein. C'est bien de passer par une société, très sincèrement, sauf exception, mais en général il y a la création d'une société, un type SARL par exemple. Risque de perte de continuité des relations fournisseurs-banque, oui, parce qu'effectivement, c'est le cédant qui négocie peut-être avec des fournisseurs qui a des paiements à 30 jours ou des conditions particulières dans certaines situations, pas certain qu'effectivement, je dirais, il me propose les mêmes conditions. Donc il faut parfois que je regarde de près aussi, bien évidemment, ces aspects-là, hein, liés autour du cycle d'exploitation de l'entreprise. Les besoins à financer en stock, hein, il faut en plus que je finance le stock. Alors le stock c'est toujours un peu compliqué puisque vous savez bien que c'est du matériel, en général les banquiers ne financent pas le stock, donc c'est souvent vous, hein, et le fournisseur qui devrait financer vous-même le stock. Je vois que le temps passe, je ne sais pas si on va avoir un temps pour les questions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, Yannick? Non, s'il y a des questions, tu me dis, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, parce que j'ai peur qu'on n'ait plus beaucoup de temps après pour les questions. Je vois que les 11 heures approchent à grands pas. Alors, donc on pose la question, quels sont les clubs de créateurs dans le 56? On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Rachat de titres de société. Donc vous avez vu que le rachat de titres de société, vous avez vu le document tout à l'heure, donc le rachat de titres de société, c'est-à-dire que là on reprend la totalité du passif et de l'actif, c'est-à-dire que là je reprends tout ça, hein, bien sûr. Donc avantages et inconvénients. L'avantage, le repreneur bénéficie, je dirais, de l'antériorité du crédit de l'entreprise, des bonnes relations, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prolongation, je reprends les titres de société, il y a une prolongation, une continuité d'exploitation, voilà, hein, je crée pas, je retrouve les mêmes conditions qu'antérieurement, sauf exception, mais traditionnellement en tout cas, je retrouve les mêmes conditions. Les relations avec la clientèle sont facilitées puisque je reprends aussi bien évidemment le carnet de commande, hein. Quand il y a un carnet de commande, on ne prend pas de carnet de commande en matière de commerce, pour ça qu'il y a des reprises de fonds. Dès qu'on est sur de la PME, notamment sur qu'il y a des marchés publics ou même tout simplement il y a des commandes en cours, hein, et parfois il y a un carnet de commande sur les prochaines semaines ou les prochains mois, je reprends bien évidemment, la reprise de titre me permet effectivement une reprise du carnet de commande, ce qui n'est pas le cas pour le fonds, hein, faites très attention. On prenne 7 ans aussi, comme pour les fonds de commerce, excepté qu'effectivement ici on intègre l'achat du stock en même temps. Hein, c'est aussi toute la différence, hein, par rapport à une reprise de fonds où effectivement il faut que je mette en place une ingénierie financière, enfin comment dirais-je, il faut que je mette en place un financement sur le rachat du fonds, hein, sur 7 ans. Par contre effectivement la banque ne me proposera pas un financement de 7 ans sur le stock, hein, bien évidemment, puisque le stock par définition est amené à tourner, il dure quelques mois, quelques semaines ou quelques mois dans l'entreprise, donc c'est pas du financement sur 7 ans. Ici, de fait, hein, ce sera un financement sur 7 ans. L'inconvénient de décision prise par le prédécesseur, donc une garantie d'actifs et des passifs doit être impérativement négociée. Donc effectivement, puisqu'il y a une continuité d'exploitation, voilà, vous allez récupérer la gestion antérieure du cédant. Je vais prendre un petit exemple, imaginez. Hein, je reprends une entreprise au 1er mars, puis le 3 mars, j'ai un contrôle d'URSSAF, bon, et puis on me dit, bah tiens, hein, le Mercier, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, on va vous redresser de 5 000 euros, alors que c'est des éléments qui ne sont pas de mon fait, qui sont antérieurs à la gestion effectivement du cédant. Donc dans ces cas-là, je vais me retourner contre le cédant, lui disant pop, hein, ici il y a eu voilà, c'est pas à moi de payer, c'est à vous. Ce qu'on appelle des garanties d'actifs et de passifs, ça dure effectivement 3 ans, ça fait toujours l'objet effectivement de discussions âpres, là aussi, entre acheteurs et vendeurs sur des opérations de reprise de titres. Alors en général, bon, c'est des choses qui sont aussi accompagnées bien évidemment par l'avocat.
Un montage plus complexe, hein, c'est plus compliqué parce qu'en général, il faut souvent créer une société qui rachète une autre société, on appelle ça une holding. Bon, on est obligé de passer par ce type de montage aujourd'hui pour effectivement avoir des conditions fiscales qui soient bonnes, sinon effectivement c'est plutôt pénalisant, hein, pour le repreneur. Donc là aussi, voilà, hein, renseignez-vous sur cet aspect-là des choses. Et puis des frais de conseil plus importants parce qu'il y a des avocats, il faut négocier les garanties d'actifs, il faut négocier les garanties de passifs, etc. Voilà. Le business plan de reprise, je vais passer très vite parce que vous voyez comme quoi à 1 heure ça passe, hein, on veut toujours en dire trop, ça passe très très vite. Donc il y a toujours dans le business plan une partie rédactionnelle et une partie chiffrée. Donc c'est très important. Donc là c'est votre vision à vous. La partie rédactionnelle, bah, c'est en général le repreneur, donc c'est à vous-même de le faire. Vous, vos atouts, le projet, l'analyse que vous portez sur le marché, l'analyse de la cible, ce qui va bien, ce qui va moins bien, le prix, la façon dont vous avez négocié le prix, les produits, l'offre, la façon dont vous avez fait évoluer l'offre, la commercialisation, etc. Tout ça, il faut bien évidemment que vous ayez un projet qui soit ficelé pour que ce soit un projet convaincant, si j'ose dire, hein, pour vos partenaires, pour la banque. Et enfin, la partie chiffrée, bah, c'est le plan de financement. Bon, en général, on s'appuie là sur un expert comptable. Là, c'est le plan de financement et c'est des prévisions, en général, des prévisions à 3 ans qui peuvent être doublées d'un plan de trésorerie sur 1 an ou 2 ans. Enfin voilà. Hein, donc c'est tout le travail effectivement sur la partie financière fait avec l'expert comptable. Les emprunts. Et les financements, vous avez ici, bon, il n'y a pas 36 façons de faire financer son projet. Bon, il y a toujours un rapport d'ailleurs entre les apports en fonds propres et puis les emprunts. Bon, alors on parle en général, mais bon, j'ai donné l'information, mais hein, parce qu'on la voit régulièrement, il n'y a pas de modèle absolu là aussi, mais bon, souvent on dit quand même que le rapport entre l'apport personnel et la dette bancaire est de 1 à 3. Donc c'est vrai que si idéalement, si votre rapport personnel peut être d'au moins 30%, c'est plutôt pas mal, enfin d'au moins. En tout cas, la moyenne est souvent de 30%, entre 20, hein, en dessous de 20, ça commence à être effectivement compliqué pour des questions de répartition et de partage de risque entre vous et la banque. Hein, voilà, donc, hein, et quand on parle de 20 ou 30%, c'est bien évidemment toute cette partie-là. Vous pouvez intégrer des prêts d'honneur, des aides régionales quand il y en a, en supposant qu'effectivement vous puissiez les mobiliser. Donc on est à votre disposition, bien évidemment, hein, sur ce sujet-là, pour regarder avec vous, hein, si on peut aller chercher, hein, d'autres dispositifs pour muscler un peu votre rapport personnel. Bon, excepté qu'il y a des dossiers qui sont à déposer, ça doit passer devant des commissions, c'est toujours des délais relativement longs, hein, donc il faut l'intégrer. Donc c'est important de là aussi de le phaser, je dirais, dans votre projet. On me fait signe, effectivement, Yannick me fait signe il reste 2 minutes. J'ai bien peur de dépasser un tout petit peu, on va peut-être dépasser de 2-3 minutes, hein, mais guère plus. Les facteurs de réussite d'une négociation, la création d'un climat propice de consensus entre vous et le repreneur, s'intéresser à toute l'entreprise, y compris au cédant et pas uniquement à son bilan. Le on et le off, il y a tout ce qui peut se dire, je dirais, dans une relation de face à face avec le cédant. Hein, puis il y a tout le off, hein, l'information qu'il faut aller chercher, bien évidemment, hein, à l'extérieur. Ne pas tout demander tout de suite. Hein. C'est vrai que si vous demandez tous les contrats de travail, vous demandez, je dirais, toutes les informations, la répartition du portefeuille client lors du premier ou du deuxième contact, ça risque de bloquer un petit peu. Hein. Donc bien évidemment, il y a un phasage. Hein, à vous de voir comment vous souhaitez gérer la négociation, ne pas tout demander tout de suite. Poser les bonnes questions afin d'obtenir les bonnes réponses, ça coule de source. Se faire expliquer si possible le prix afin d'objectiver lors de la négociation. Se faire expliquer, hein, si le cédant ne s'explique pas sur le prix, il prend le risque d'une négociation relativement âpre. Prise en compte de l'affectif, il y a toujours une dimension dans toutes les opérations de reprise-cession, notamment côté cédant et notamment quand c'est lui-même effectivement le créateur de l'entreprise. Au-delà de la dimension financière, des enjeux financiers, il y a toujours une dimension psychologique, une dimension affective qui est prédominante. Garder la main. Et enfin, j'ai encore deux choses. Des éléments de procédure, donc quand c'est une reprise de titre, c'est la lettre d'intention. D'abord, après le protocole d'accord avec la garantie de passif, c'est la chronologie, l'acte de cession, et enfin la transition avec un accompagnement du cédant. Ça se fait selon effectivement cette phase-là, que ce soit pour des opérations de cession de titre ou de cession de... Voilà.
Pour aller plus loin, ce que je voulais terminer par vous dire, et si on peut prendre encore une ou deux questions peut-être, hein, bon, nous on assure le service après-vente bien évidemment au-delà de cette réunion d'information, donc on est à votre disposition hein, pour des compléments d'information, enfin moi en l'occurrence. On organise une formation à la reprise si vous êtes intéressé. Alors là c'est plutôt orienté PME les 6, 7 et 8 novembre. Alors c'est une formation de 3 jours fait avec des consultants. Voilà, moi j'y participerai aussi. Alors c'est plutôt orienté PME. Donc si vous avez un projet de PME, c'est une formation qui est sur un coût de 1800 euros, mais qui, comme c'est une première, elle est gratuite hein, pour les repreneurs que vous êtes peut-être. Donc si vous avez un projet hein, plutôt orienté production, plutôt orienté PME, n'hésitez pas. Les 6, 7 et 8 novembre, hein, réservez ça sur votre agenda, on vous accueillera avec plaisir. Il faut simplement que vous preniez contact avec moi pour qu'on puisse avoir un échange téléphonique. Voilà. Si vous êtes plutôt sur un projet commerce, on organise très régulièrement aussi des formations à la reprise. Hein, donc n'hésitez pas, vous pouvez consulter tout ça, je dirais, sur le site de la CCI du Morbihan, morbihan.cci.fr. Et enfin, dernière date que je souhaitais vous communiquer, ce sera mon dernier mot. Euh, euh, un label repreneur que nous organisons le 22 novembre. Donc on donne la possibilité à des repreneurs de présenter leur projet devant un comité d'experts hein, constitué de banquiers, constitué de cabinets de transmission et qui à partir de là voilà, nous permettra aussi de vous accompagner encore mieux qu'en situation normale. Voilà, le 22 novembre, en tout état de cause, si ces éléments-là vous intéressent, vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà, j'en ai terminé.